Nord-Ouest 1482, vous êtes sur la fréquence du centre 21. On le pense, mais on n'en est pas sûr. Être perdu peut être terrifiant, surtout dans un contexte aéronautique, même si c'est rarement aussi dangereux. Et tous les avions sont en briefing, alors arrêtez-vous, arrêtez votre roulage maintenant. Mais comme nous allons bientôt le voir, cela peut certainement le devenir si toutes les mesures de sécurité mises en place échouent également. Restez avec nous. Sur cette chaîne, je parle souvent des différentes phases de vol, principalement le décollage et l'atterrissage, mais je passe généralement rapidement sur la phase qui commence et termine chaque vol, le roulage. Mais même si cela peut sembler être l'une des parties les moins glamour de chaque vol, c'est en réalité là que se produisent la plupart des incidents non mortels encore aujourd'hui. Donc ne pas prendre cette phase au sérieux serait une énorme erreur aux conséquences potentiellement graves. Cette histoire nous ramène au 3 décembre 1990 à l'aéroport métropolitain du comté de Wayne à Détroit, dans l'État du Michigan aux États-Unis. À cette époque, Detroit était un important hub pour Northwest Airlines, qui était autrefois la 6e plus grande compagnie aérienne au monde, avant de fusionner avec Delta en 2010. Pour le commandant de bord âgé de 52 ans, au cœur de cette histoire, pourtant, tout dans cet arrangement était en réalité tout nouveau. Il était employé par Northwest Airlines en tant que commandant de bord sur le McDonnell Douglas DC-9, mais il ne travaillait pour la compagnie que depuis octobre de la même année, après être revenu de plus de 6 ans d'arrêt maladie. Il avait commencé sa carrière de pilote chez Pacific Airlines en 1966 et était ensuite resté dans la compagnie. Après la fusion qui a donné naissance à Hughes Air West en 1968, puis de nouveau après que Hughes Air West a été racheté par Republic Airlines en 1980. Mais en février 1984, il avait été déclaré médicalement inapte à cause de calculs rénaux, ce qui l'avait obligé à percevoir une pension d'invalidité pendant plusieurs années tout en suivant un traitement. Il a ensuite fallu plus de 6 ans et demi, ainsi qu'une faillite personnelle, avant que la FAA ne détermine qu'il avait surmonté sa condition et qu'il était enfin apte à voler de nouveau. Et pendant ce temps, en 1986, alors qu'il était encore absent, son employeur, Republic Airlines, avait été racheté par Northwest Airlines, lui permettant ainsi d'acquérir sa plateforme de Detroit. Quand le commandant de bord est revenu, il a réalisé qu'il travaillait maintenant pour une autre compagnie aérienne avec des procédures et des politiques différentes. Ce qui aurait été une expérience assez déstabilisante pour lui. Il avait également passé tellement de temps loin du pilotage que sa qualification de type n'était plus valide. Et cela signifiait qu'il devait recommencer la formation initiale sur le DC-9 ainsi que 23 heures d'expérience opérationnelle initiale avant d'être autorisé à reprendre son poste de commandant de bord sans supervision. Heureusement, il était très dévoué à son métier et a donc réussi son vol de contrôle haut la main. Le 30 novembre 1990, seulement 3 jours avant l'histoire d'aujourd'hui. Au total, le commandant de bord cumulait un impressionnant nombre de 23 000 heures de vol, dont plus de 4 000 sur le DC-9. Mais pour les raisons que je viens d'expliquer, la plupart de ces heures n'étaient pas très récentes. Quoi qu'il en soit, le matin du 3 décembre, il se réveilla, sauta le petit déjeuner, puis se rendit directement à l'aéroport où il retrouva le pilote en chef de Northwest Airlines pour lui faire une visite de courtoisie. Il a ensuite pris un peu plus de temps pour revoir la documentation du vol, un 482 à destination de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui allait être son premier vol non supervisé depuis son retour en ligne. Tout cela signifiait qu'il n'avait pas eu le temps de déjeuner, et il s'est donc présenté à la porte d'embarquement sans avoir rien mangé depuis la veille au soir. Le rapport final sur l'accident ne mentionne pas que le manque de nourriture ait altéré les capacités du commandant de bord. Mais des recherches récentes ont suggéré qu'avoir faim peut effectivement avoir des effets néfastes sur les performances d'un pilote. C'est donc quelque chose qu'il vaut la peine de garder à l'esprit ici, quoi qu'il en soit. À la porte d'embarquement, le commandant de bord a rencontré le copilote pour ce vol qui s'est avéré être un personnage haut en couleur. Il avait 43 ans et venait de prendre sa retraite de l'armée de l'air américaine avec le grade de commandant. Après une carrière de 20 ans à piloter le B-52 Stratofortress et l'avion d'entraînement T-38 Talon.
Après cela, il avait été embauché par Northwest Airlines en mai 1990 et avait jusqu'à présent accumulé un total de 4 685 heures de vol au total, dont seulement 185 sur le DC-9. Parce qu'il travaillait pour Northwest depuis moins d'1 an, il était également encore en période d'essai. Ses performances seraient donc évaluées par chaque commandant de bord avec lequel il volait, ce qui signifie qu'il tenait sûrement à faire bonne impression. En fait, ces deux pilotes formaient ensemble un duo assez inhabituel. Par exemple, même si Détroit était un hub pour Northwest Airlines, aucun des deux n'avait beaucoup d'expérience récente là-bas. Et le copilote avait également beaucoup d'expérience de commandement acquise dans l'armée. En fait, une expérience de commandement plus récente que celle du commandant de bord, associée à une personnalité assez affirmée. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui suivent cette chaîne depuis un certain temps, vous pourriez vous dire « Super !» Voici un copilote qui va donc démontrer une bonne gestion des ressources de l'équipage, le CRM, en prenant la parole s'il remarquait une erreur du commandant de bord ou similaire. Mais la situation était plus complexe que cela. Pour comprendre, analysons la composition d'un équipage, en termes de gradient d'autorité, qui est essentiellement la différence entre l'autorité perçue du commandant de bord et celle du copilote. Si le gradient d'autorité est trop prononcé, alors le copilote pourrait simplement faire tout ce que dit le commandant de bord. Ce qui conduit à une mauvaise gestion des ressources de l'équipage, puisque le copilote a souvent des avis précieux qui ne seront alors pas pris en compte. Mais en même temps, si le gradient d'autorité est trop faible, il peut alors être difficile de savoir qui est réellement aux commandes. Cela entraîne son lot de problèmes comme l'indécision. Mais si le copilote est très affirmé et que le commandant de bord est passif, alors le gradient d'autorité pourrait en fait s'inverser. Et cela pourrait également causer de vrais problèmes. Si le commandant de bord prend des décisions en se basant sur ce que dit ou pense le copilote, sans tenir compte de ses propres réflexions, alors c'est probablement encore pire que l'inverse. Ces types de problèmes sont abordés lors de la formation de base au CRM que tous les pilotes de ligne reçoivent aujourd'hui. Mais en 1990, Northwest Airlines n'avait pas encore de programme CRM. Malgré leur participation aux premières recherches sur le CRM, ils ont été parmi les dernières grandes compagnies aériennes américaines à en développer un. Une fois à bord, le commandant et le copilote ont préparé le vol et vérifié le carnet technique qui n'indiquait aucun problème majeur avec l'appareil. Mais la météo à l'extérieur s'annonçait désormais comme le principal problème à la place. Depuis la veille, les chutes de neige avaient laissé place à la pluie accompagnée d'un brouillard dense, qui recouvrait désormais complètement l'aéroport et s'aggravait de minute en minute. À 12h50, heure locale, les observations du Service national de météorologie pour l'aéroport de Détroit indiquaient une visibilité de 3/4 de mile, un ciel couvert à 200 pieds, du brouillard et un vent venant de 120 degrés à 11 nœuds. Les conditions étaient mauvaises, mais permettaient encore les décollages et atterrissages, à condition qu'elles ne se dégradent pas plus. Sur le vol, un 482, tout se passait bien. Et les deux pilotes ont terminé de préparer l'avion pour le vol environ 40 minutes avant l'heure prévue de départ. Cela signifiait qu'ils pouvaient simplement s'asseoir, se détendre et continuer à discuter de divers sujets pendant qu'ils attendaient que les passagers terminent l'embarquement. Au cours de cette conversation, le commandant de bord a demandé au copilote s'il avait de l'expérience avec les opérations à l'aéroport de Détroit, ce à quoi le copilote a répondu que oui. Mais ce que le copilote voulait réellement dire par là, c'est qu'il était familier avec les procédures radio et de pushback, pas avec la configuration réelle de l'aéroport. Le commandant de bord a supposé que si le copilote connaissait bien l'aéroport, il devait bien connaître sa configuration. Ce qui, tout bien considéré, est assez logique. Il est très probable que cette confiance dans les connaissances du copilote ait plongé le commandant de bord dans un faux sentiment de sécurité. Et que, par conséquent, il a peut-être pensé qu'il n'avait pas besoin d'étudier le trajet vers la piste d'aussi près. Je dois m'arrêter ici et dire que même lorsque la visibilité est bonne, il est extrêmement important de faire un briefing complet sur le trajet vers la piste, pour s'assurer que les deux pilotes connaissent et comprennent le trajet qu'ils devront suivre. Mais hélas, ça ne s'est pas passé ainsi ici. En faisant des recherches sur cette histoire, nous avons en fait trouvé un incident étonnamment similaire qui s'est produit en juin dernier.
Et bien que certains des problèmes clés étaient présents, il y avait aussi des différences frappantes. La seule façon d'en tirer des leçons est de comprendre exactement ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je crée ces vidéos. Juste après qu'un incident ou un accident se produit, il peut être très difficile d'obtenir des informations précises car la couverture médiatique varie souvent énormément selon les sources d'informations. Dans cet exemple, le journal progressiste The Independent utilise un langage calme et factuel, présentant l'événement comme une erreur isolée. Et pendant ce temps, le site conservateur Travel and Tour World adopte un ton beaucoup plus alarmiste, reliant l'incident à un schéma plus large de défaillance. Ce contraste met en réalité en lumière un problème plus profond dans la manière dont les événements mondiaux sont présentés, la plupart de nos médias étant dominés par ce qui se passe en Occident. Ainsi, lorsque des quasi-catastrophes comme celle-ci se produisent ailleurs, les schémas passent parfois inaperçus et le système n'est pas remis en question. C'est pourquoi je pense que Ground News, le sponsor d'aujourd'hui, est de loin l'une des meilleures solutions pour révéler ce type d'angle mort, avant que les quasi-accidents ne se transforment en tragédie. Leur application et site web rassemblent les médias mondiaux sur les enjeux actuels, présentent les différentes perspectives, l'orientation politique de chaque source, leur historique de vérification des faits et si les gouvernements ignorent l'affaire. Ce qui est important car le véritable danger dans l'aviation ne réside pas seulement dans ce qui tourne mal, mais aussi dans ce qui passe inaperçu. C'est précisément pour cette raison que Ground News a développé son fil d'actualité Blind Spot. Et c'est aussi pourquoi j'ai créé mon propre fil Mentour avec eux, pour suivre les sujets qui me tiennent à cœur comme la technologie, Boeing et l'aviation en général. Vous pouvez désormais suivre cela en vous rendant sur ground.news/mp ou en scannant ce QR code. Vous pouvez également créer votre propre flux personnel si vous le souhaitez. J'ai conclu un partenariat avec Ground News pour vous offrir 40% de réduction sur le plan Vantage que j'utilise, une excellente offre. Accédez à la vérité, au contexte et aux perspectives mondiales pour seulement 5 $ par mois. Alors, allez jeter un œil à ground.news/mp dès maintenant. Ça en vaut vraiment la peine. Merci à Ground News pour le sponsoring. Poursuivons. À 13h35, l'enregistrement des voix du cockpit a commencé, moment où l'équipage discutait de diverses procédures et politiques qui avaient changé pendant les années d'absence du commandant de bord. Les pilotes ont également décidé de demander à l'équipe au sol de vérifier la présence de glace sur l'empennage, ce qui les a ensuite amenés à discuter des dangers de la glace sur la queue de l'appareil en général. Et pendant qu'ils faisaient cela, le copilote a commenté « Tu vois, c'est quelque chose qui me manque. J'ai toujours volé avec un siège éjectable que j'ai utilisé 2 fois. » Le commandant de bord lui a demandé s'il avait eu peur lorsqu'il avait perdu connaissance, ce à quoi le copilote a répondu « Je me suis évanoui au-dessus de l'Asie du Sud-Est et je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. » Il entra ensuite dans une description longue et animée de l'autre fois où il avait dû s'éjecter lorsqu'il avait subi un feu moteur après le décollage à bord de l'avion d'entraînement T-38. Et pendant ce temps, le commandant de bord se contentait essentiellement d'acquiescer et disait de temps en temps des choses comme « Waouh! Et c'est vrai? » Le problème était qu'aucune des choses racontées par le copilote n'était en réalité vraie. D'après ses dossiers militaires, il n'avait jamais été impliqué dans un quelconque accident ou incident, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, et il n'avait certainement jamais utilisé de siège éjectable. Le commandant de bord lui a alors demandé depuis combien de temps il était dans l'armée, ce à quoi le copilote a expliqué qu'il avait servi pendant 20 ans et qu'il avait pris sa retraite avec le grade de lieutenant-colonel. Mais ce n'était pas vrai. En réalité, il avait pris sa retraite avec le grade de commandant, un rang en dessous de lieutenant-colonel. Donc le copilote était clairement engagé dans un schéma, ou au mieux dans l'exagération, et au pire dans le mensonge répété ici. Et on peut se demander, dans quel but? Eh bien, il est possible qu'il ait voulu faire bonne impression sur le commandant de bord, dont il savait qu'il allait évaluer sa performance. Mais il va sans dire que mentir sur son expérience et son statut, en particulier sur son grade militaire, est un comportement vraiment peu professionnel. Cela peut également nuire à la gestion des ressources de l'équipage dans ce cas, car les vantardises et l'autovalorisation du copilote ont probablement instauré ici un gradient d'autorité légèrement inversé. Souvenez-vous, le commandant de bord s'apprêtait à effectuer son premier vol après une longue période d'absence et il avait probablement désormais le sentiment qu'il allait opérer aux côtés d'un véritable expert.
Une figure de leadership forte sur laquelle on pouvait certainement compter, et cela vaut la peine de s'en souvenir. Quoi qu'il en soit, à 13h32, les 40 passagers avaient enfin embarqué à bord du DC-9. Donc, avec les 4 membres d'équipage, il y avait 44 personnes à bord. Quand les pilotes ont décidé qu'il était temps de commencer le pushback depuis la porte d'embarquement, le contrôleur sol du secteur ouest leur a donné l'autorisation de pushback. Les pilotes ont démarré les moteurs et effectué la checklist après démarrage. Et alors qu'ils s'éloignaient du terminal, le copilote a regardé à travers le brouillard dense et a dit « Regarde la visibilité là-dehors maintenant ». Mais le commandant de bord n'a pas répondu à cela. L'équipage a signalé être prêt, puis le contrôleur au sol leur a dit de tourner à droite en quittant le parking. Et ensuite de rouler vers la piste 03 centre en quittant l'aire de stationnement par la voie de circulation Oscar 6. Alors, où est-ce exactement? Avant d'aller plus loin, nous devons examiner la disposition des voies de circulation et des pistes, à proximité du complexe Terminal Nord, où le vol 1482 était maintenant stationné. En 1990, l'aéroport de Détroit était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et en fait, à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui le complexe Terminal Nord était le seul complexe terminal, car celui du Sud n'avait pas encore été construit. Aujourd'hui, l'aéroport de Détroit a 6 pistes, mais à l'époque, il n'en comptait que 4. 3 de ces pistes allèrent du sud-ouest au nord-est et étaient connues sous les noms de 03 gauche, 03 centre et 03 droite, ou 2-1 droite, centre et gauche dans l'autre direction. La 4e piste était 092 7, qui traversait directement le centre de l'aéroport, croisant les 3 autres pistes. En raison de cette configuration, il n'était pas possible d'utiliser l'une de ces pistes en même temps que 0927, ce qui était très inefficace. Ainsi, cette piste centrale était inactive la plupart du temps. Le complexe du terminal était situé entre la piste 03 gauche et 03 centrale et au nord de la piste 0927. La zone comprise entre les 3 pistes et le terminal contenait principalement un grand parking avec de nombreuses portes d'embarquement. Autour du bord de cette aire de stationnement se trouvait une voie de circulation intérieure plus proche des terminaux. Diverses bretelles courtes reliaient ensuite la voie de circulation intérieure à la voie de circulation extérieure parallèle. Toutes étaient connues sous leur indicatif Oscar, suivi d'un numéro indiquant leur position. Certaines voies de circulation Oscar, dont Oscar 6 et Oscar 4, reliaient aussi la voie extérieure aux pistes alentours. Donc, en gros, vous avez ici 3 couches concentriques. Les pistes à l'extérieur, la voie de circulation extérieure à l'intérieur de celle-ci, et enfin la voie de circulation intérieure la plus proche du terminal. Les voies de circulation Oscar rayonnent vers l'extérieur à travers ces couches, formant un réseau en toile d'araignée. Donc, avec cela en tête, examinons les instructions de roulage données au vol 1482, qui était de rouler vers la piste 3 centre et de quitter l'aire de stationnement à Oscar 6. Pour cela, le vol devait suivre la voie de circulation intérieure jusqu'à la sortie vers Oscar 6, puis suivre Oscar 6 en traversant la voie de circulation extérieure et la piste 0927. La continuation d'Oscar 6 du côté sud de la piste 0927 s'appelait alors la voie de circulation Foxtrot, qui croisait finalement la voie de circulation X-Ray. Cette voie de circulation, à son tour, longeait le côté gauche de la piste 03 centre depuis son seuil et jusqu'à traverser la piste 0927, puis elle croisait la voie de circulation extérieure à Oscar 4, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Après avoir suivi Foxtrot, le vol devait tourner à droite sur X-Ray. Suivez-le jusqu'au seuil de la piste 03 centre, puis tournez enfin à gauche pour entrer sur la piste. Maintenant, c'est probablement beaucoup trop à retenir d'un seul coup, c'est pourquoi je l'ai dessiné sur cette jolie carte devant vous. D'ailleurs, c'est précisément ce que nous, pilotes, devrions faire en recevant une telle autorisation. Même par bonne visibilité à Détroit, le trajet vers la piste sur un aéroport complexe nous oblige à nous fier grandement à la signalisation, au marquage et à notre carte de roulage. Et cela devient évidemment encore plus important si la visibilité est de mauvaise. Les panneaux de taxiway sont installés sur les îlots herbeux entre les zones pavées afin d'indiquer les voies de circulation ou les pistes qui se trouvent devant eux. Un peu comme le font les panneaux de signalisation routière qui sont parfois aussi équipés de flèches pour préciser à quelle voie de circulation ils font référence. Les marquages des voies de circulation, en revanche, sont différents et ils sont généralement peints directement sur le revêtement.
Chaque voie de circulation possède un marquage de ligne centrale pour aider les pilotes à suivre la voie sans s'approcher trop près des bords et aux intersections. Les marquages de la ligne centrale s'écartent ensuite en arc vers la voie de circulation qui croise afin d'aider les pilotes à tourner au bon endroit. Et l'idée est d'essayer d'enjamber la ligne centrale avec le train d'atterrissage principal. Donc, vous n'allez pas suivre la ligne centrale avec votre train avant, vous allez simplement vous assurer que votre train principal est de chaque côté de celle-ci. Ensuite, là où les voies de circulation croisent les pistes, des lignes d'arrêt sont peintes perpendiculairement à la voie de circulation pour indiquer à l'avion arrivant qu'il doit s'arrêter et obtenir l'autorisation de traverser la piste avant de pouvoir continuer. Aujourd'hui, il existe aussi des systèmes plus avancés utilisant différentes couleurs de lumière dont je parlerai plus tard. Mais pour le moment, ce que j'ai décrit jusqu'à présent correspond essentiellement à ce qui était disponible pour les pilotes du vol 1482 en 1990. Dans ce cas, les pilotes auraient dû trouver l'axe central du taxiway intérieur, suivre le long du parking jusqu'à l'intersection Oscar 6. Ensuite, suivre l'axe central d'Oscar 6 en traversant le taxiway extérieur jusqu'à la ligne d'attente de la piste 0927 où ils auraient alors dû s'arrêter et vérifier qu'ils avaient l'autorisation de traverser. Simple, non? Eh bien, non. Il s'est avéré que les marquages de l'axe central sur la voie de circulation Indian, près de l'intersection Oscar 6, étaient tellement effacés qu'il était assez difficile de les suivre, même par temps parfait et encore moins dans le genre de brouillard dans lequel ces pilotes manœuvraient maintenant. Donc, les complications ici ont commencé assez tôt. Après la checklist, le commandant de bord a dit au copilote « Vérifie que je prends la bonne direction ». Il a tenté de rejoindre la piste intérieure, mais la ligne centrale était tellement effacée qu'aucun pilote ne pouvait la voir. Alors, en naviguant plutôt à l'aide de repères, le copilote a dit au commandant de bord « Restez simplement sur le parking ici ». Le commandant de bord a demandé « Jusqu'à la ligne jaune, je suppose », ce qui signifie probablement la ligne centrale jaune du taxiway intérieur. Et il a ensuite commenté que le brouillard était vraiment dense, ce à quoi le copilote a acquiescé, ajoutant que la visibilité semblait en fait proche de zéro. Cependant, les deux pilotes n'ont pas vu cela comme une raison suffisante pour stopper leur trajet vers la piste. Alors qu'ils commençaient à se déplacer lentement sur l'aire de trafic, l'équipage a ensuite basculé la fréquence vers le contrôleur sol Est qui leur a répondu en leur demandant où ils se trouvaient. Le copilote a signalé le passage devant la caserne de pompiers et le contrôleur a répondu par une instruction de rouler via la voie de circulation intérieure jusqu'à Oscar 6, puis Foxtrot, et de signaler lorsqu'il tournerait à droite sur X-Ray. Le copilote a relu correctement l'instruction, puis a jeté un coup d'œil à sa carte et a noté qu'Oscar 6 traverse la piste 0927. À ce moment-là, ils ont finalement atteint l'intersection Oscar 6 sans jamais s'être réellement alignés sur l'axe central de la voie de circulation intérieure. S'ils l'avaient fait, ils auraient clairement vu l'axe central d'Oscar 6 s'incurver vers leur droite, mais ils étaient maintenant trop à gauche pour le remarquer. Au lieu de cela, ils ont vu un autre axe central quittant la voie intérieure, traversant le bord gauche d'Oscar 6 et rejoignant la voie extérieure. De plus, le panneau indiquant Oscar 6 était situé sur l'îlot herbeux entre les voies de circulation intérieure et extérieure. Et il n'était pas clair s'il indiquait le sud-est en direction d'Oscar 6 ou l'est en direction de la voie de circulation extérieure. Une flèche aurait facilement dissipé cette confusion, mais malheureusement, il n'y en avait pas. En conséquence, le copilote pensait qu'il devait maintenant suivre la ligne centrale vers la gauche pour rejoindre Oscar 6. En réalité, cela les aurait menés sur la voie de circulation extérieure. Il a dit au commandant de bord « On tourne à gauche, ici, je suppose ». Le commandant de bord a demandé « À gauche ou à droite ?» Et le copilote l'a alors assuré qu'en tournant à gauche, ils arriveraient à Oscar 6, du moins d'après ce qu'ils pouvaient voir. Il a ensuite ajouté « Mec, je n'y vois rien du tout ici ». Le commandant de bord a utilisé le manche à balai pour placer le DC-9 sur l'axe central de ce qu'il croyait être Oscar 6, mais qui était en fait la voie de circulation extérieure. Pendant le virage, il a demandé au copilote de répéter la piste de destination et a fait un commentaire que « Nous devons être en dessous des minimums ». Le copilote était convaincu que le contrôleur aérien les avertirait si la visibilité était en dessous des minimums. Nous y reviendrons.
En roulant lentement sur la voie extérieure, le commandant de bord a demandé d'effectuer la checklist avant décollage, ce que les pilotes ont fait pendant les 20 secondes suivantes. Jusqu'à présent, personne ne s'était rendu compte que le vol 1482 avait pris un mauvais virage, mais cela allait bientôt changer. Pour comprendre la suite des événements, il faut aussi regarder à l'intérieur de la tour de contrôle. À la tour de contrôle de Détroit ce jour-là. Plusieurs contrôleurs étaient en service, mais ceux sur lesquels nous devons nous concentrer sont le contrôleur de la tour, le contrôleur sol-est et le superviseur de la tour. Le contrôleur de la tour était responsable de tous les mouvements sur ou à proximité des pistes proprement dites. Il n'avait que 25 ans, mais possédait déjà 2 ans d'expérience en contrôle aérien civil et 5 ans d'expérience en contrôle aérien militaire. Ce qui n'est pas énorme en soi, mais c'est plutôt impressionnant pour cet âge. Le contrôleur sol-est, de son côté, avait déjà 6 ans d'expérience en contrôle aérien à seulement 26 ans. Mais il ne travaillait à Détroit que depuis juillet de cette même année. Et enfin, le superviseur de la tour, âgé de 35 ans, avait de loin le plus d'expérience à Détroit, avec un total de 8 années d'expérience, dont plus de 5 à l'aéroport. Son travail était de veiller à ce que les autres contrôleurs aériens effectuent leurs tâches correctement et sans problème. Mais elle n'était pas nécessairement tenue d'assurer une surveillance active et directe des fréquences de ses subordonnés pendant qu'ils géraient le trafic. En réalité, à ce moment-là, elle ne suivait pas de près les activités. Elle s'occupait plutôt de la paperasse. Mais les enquêteurs ont ensuite écrit qu'elle aurait dû être plus attentive car la visibilité à ce moment-là était la pire qu'elle ait jamais connue au cours de sa carrière. C'était crucial car la tour de contrôle de Détroit ne disposait d'aucune technologie, comme un système de surveillance de surface aéroportuaire, d'équipements de détection et de radars au sol. Cela les aiderait à déterminer l'emplacement des avions en roulage, donc ils comptaient entièrement sur des comptes rendus précis des pilotes. Mais jusqu'à présent, les choses se déroulaient sans accroc. C'était jusqu'à 13h39 lorsque le contrôleur sol-est a demandé au vol un 482 leur position. Le copilote a répondu en disant qu'ils étaient sur Oscar 6, en approche de la piste parallèle. Mais le contrôleur sol n'était pas sûr de ce qu'il voulait dire, alors il a demandé des précisions. Et le copilote a alors répondu qu'il se dirigeait vers l'est sur Oscar 6. Or, cela n'était tout simplement pas possible puisque Oscar 6 s'étend du nord-ouest au sud-ouest, ce qui signifie qu'on ne peut pas rouler vers l'est dessus. Le contrôleur sol aurait dû s'en rendre compte, mais ne l'a pas fait. Il a donc simplement demandé au vol un 482 de signaler lorsqu'il aurait traversé la piste 0927. Mais maintenant, le copilote s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Alors il a dit au commandant de bord « Ok, je pense qu'on a peut-être raté Oscar 6. » Regardez, un panneau ici indique que les flèches pointent vers Oscar 5. Je pense qu'on est sur Foxtrot maintenant. Mais cette phrase n'avait absolument aucun sens. Ils étaient près d'Oscar 5, qui reliait les voies de circulation intérieure et extérieure. Elles ne croisaient pas Foxtrot, sans mentionner que Foxtrot était de l'autre côté de la piste 0927 qu'ils n'avaient pas encore franchie. N'importe lequel des pilotes aurait pu déterminer qu'ils n'étaient pas sur Foxtrot en vérifiant leur carte de roulage, mais aucun ne l'a fait. Je tiens à souligner un point qui n'est peut-être pas évident. Une fois que vous êtes déjà perdu, s'orienter dans un aéroport peut être extrêmement difficile. C'est pourquoi nous formons toujours nos pilotes à simplement s'arrêter et maintenir leur position, puis à demander une voiture « Follow me » s'ils se retrouvent un jour dans une telle situation. Surtout sans radar au sol. Mais le copilote ne voulait probablement pas admettre qu'il était perdu. Après tout, le commandant de bord lui avait en quelque sorte délégué la navigation et il savait que le commandant de bord allait soumettre une évaluation plus tard. Il aurait donc probablement ressenti la pression de remettre les choses en ordre avant que le commandant de bord ne se rende compte qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Le commandant de bord aurait alors dû réaliser que le copilote était incertain de leur position. Mais à ce stade, il avait déjà cédé tellement d'autorité au copilote qu'il ne l'a tout simplement pas fait. Après avoir informé le contrôleur aérien qu'ils étaient sur Foxtrot, le copilote a dit au commandant de bord de continuer tout droit, ce qu'il a fait, mais à une vitesse très faible à cause de la visibilité extrêmement réduite. Pendant ce temps, le contrôleur au sol s'est rendu compte que le vol 1482 devait être sur le taxiway extérieur.
Il a donc demandé à l'équipage de confirmer cela, ce que le copilote a fait, malgré le fait qu'il ait dit quelques instants plus tôt qu'ils étaient sur Foxtrot. Et là, le contrôleur au sol avait plusieurs options pour la suite. Par exemple, il aurait pu reconnaître que le vol 1482 avait des difficultés à se repérer. Il aurait pu commencer à donner des instructions de roulage progressive, c'est-à-dire des instructions données étape par étape, au lieu de décrire tout le trajet d'un seul coup. Cela peut être très utile pour la navigation en cas de mauvaise visibilité rendant l'orientation difficile. Mais cela se fait principalement lorsqu'on a accès au radar de surface, ce que le contrôleur n'avait pas. Sans cela, il aurait besoin de savoir avec certitude où se trouvait l'avion pour pouvoir le faire, et c'était un peu compliqué dans cette situation. Sinon, il aurait pu ne les autoriser qu'à rejoindre la prochaine intersection, où l'équipage aurait alors pu s'arrêter et s'assurer qu'ils savaient exactement où ils étaient et où ils devaient aller ensuite. Il aurait également été dans son droit de demander au contrôleur Tour de retarder les décollages jusqu'à ce qu'il soit certain de la position du DC-9. Mais rappelez-vous que le contrôleur sol n'avait aucune idée qu'il s'agissait d'un équipage NWA très rare qui ne connaissait pas la configuration du plus grand hub de leur compagnie aérienne. Il pensait donc qu'une surveillance étroite de l'équipage n'était pas nécessaire. Au lieu de faire l'une de ces choses, il leur a simplement donné une nouvelle instruction, de continuer jusqu'à Oscar 4 puis de tourner à droite sur X-Ray. Encore une fois, cela semble simple, mais encore une fois, la réalité est que ça ne l'était pas. La prochaine intersection était un carrefour à 6 voies entre Oscar 4, les voies de circulation extérieure, X-Ray et Victor. Cette intersection avait en fait été signalée aux autorités de l'aéroport comme une zone à haut risque d'entrée involontaire sur une piste en service. Parce que le problème, c'est qu'il y avait tellement d'options pour tourner et que 3 d'entre elles menaient directement sur les pistes. Le taxiway X-Ray traversait immédiatement la piste 0927. Le taxiway Victor traversait immédiatement la piste 3 centres 21 centre et le segment extérieur de Oscar 4 menait directement au milieu de l'intersection entre les deux pistes. Et ce fait n'était clairement indiqué nulle part. En se déplaçant vers l'est sur le taxiway extérieur, X-Ray aurait été la première sortie à droite. Mais au moment où l'avion était réellement en position de tourner sur X-Ray, le panneau indiquant l'emplacement de X-Ray n'était plus visible. Donc, à ce moment-là, X-Ray et la portion extérieure d'Oscar 4 semblaient être signalées de façon identique, parce que chacune d'elles avait simplement un panneau adjacent indiquant qu'elle menait vers la piste 0927. Et cela même si Oscar 4 menait aussi vers la piste 3 centres, ce qui, encore une fois, n'était indiqué nulle part. Par-dessus tout cela, les instructions du contrôleur au sol de rouler jusqu'à Oscar 4, puis de tourner à droite sur X-Ray, laissaient entendre qu'on devait tourner sur X-Ray après avoir atteint Oscar 4. Mais, en réalité, un avion tournant de la voie de circulation extérieure vers X-Ray n'atteindrait en fait jamais l'axe central d'Oscar 4. Cette intersection était tellement déroutante que plus tard, lorsque le NTSB a fait rouler un avion jusqu'à Oscar 4, cependant, en plein jour et avec une bonne visibilité, les enquêteurs n'arrivaient toujours pas à se mettre d'accord sur quelle voie de circulation était laquelle. Les pilotes du vol 1482 s'approchèrent de la même intersection avec une visibilité quasi nulle. Vous pouvez donc probablement imaginer la suite. En approchant de la jonction, le commandant de bord vit un panneau indiquant la piste 0927. Pendant ce temps, le copilote remarqua derrière lui un panneau indiquant X-Ray. Le commandant de bord semblait confus et demanda « Alors, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse ici ?» Le copilote répondit qu'il devait tourner à droite et signaler la traversée de la piste 0927. Le copilote montra alors Oscar 4 et ce qu'il pensait être X-Ray, bien qu'à ce moment-là, il n'y avait plus aucun panneau visible indiquant X-Ray. Le commandant de bord fit rouler l'avion jusqu'à l'axe central d'Oscar 4. À ce moment-là, X-Ray était déjà passé derrière eux. Et le seul virage à droite restant était la poursuite d'Oscar 4 jusqu'à l'intersection des deux pistes. Le commandant demanda s'il devait prendre cette direction et le copilote acquiesça. Le commandant de bord effectua donc le virage à droite sur Oscar 4. Environ 20 secondes plus tard, le copilote ressentit soudain un doute et commença à dire « Eh bien, attends une minute. Oh merde, c'est... »
Mais avant qu'il ne puisse s'interroger davantage, il affirma avec assurance, mais à tort, qu'il devait maintenant être sur X-ray. Un cas classique de biais de confirmation. Le commandant de bord, encore dubitatif, a insisté auprès du copilote pour qu'il contacte le contrôleur aérien. Mais avant qu'il ne puisse finir, le copilote déclara qu'ils approchèrent de la piste 0927 avec un cap de 160 degrés et qu'ils étaient autorisés à la traverser. À ce moment-là, il roulait effectivement sur un cap de 160, et il se trouve que ce cap de 160 était bien celui auquel il s'attendait en traversant la piste 0927 sur Oscar 6, mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas sur Oscar 6. Ils étaient censés être sur X-ray, qui avait plutôt un cap d'environ 200 degrés. Cependant, les deux pilotes n'ont pas vérifié la carte, ce qui aurait révélé l'erreur. Alors, le copilote a simplement dit au commandant de bord qu'ils étaient autorisés à traverser et le vol, un 482, a commencé à s'engager lentement sur la piste embrumée. Mais le problème, c'est que ce n'était pas seulement la piste 0927, c'était aussi la piste active 300. Et les pilotes n'avaient aucune idée qu'un autre avion était justement en train de s'aligner pour le décollage à ce moment précis. Cet avion était le vol 299 de Northwest Airlines, un Boeing 727 triréacteur à destination de Memphis, Tennessee, avec 146 passagers et 8 membres d'équipage à bord. Le commandant de bord de ce vol avait 42 ans avec 10 400 heures de vol, et le copilote avait 37 ans avec 5 400 heures. L'équipage comprenait également un mécanicien navigant de 31 ans, officiellement appelé second officier, qui totalisait 3 300 heures de vol. Et le vol 299 avait initialement effectué le pushback de la porte à 13h31, soit 1h21 de retard sur son horaire habituel. Après le pushback, le contrôleur au sol leur avait indiqué de rouler vers la piste 300 pour décoller via le taxiway intérieur. Oscar 6, Foxtrot et X-ray exactement comme le vol 1482. Et en fait, lorsqu'ils sont entrés sur Oscar 6, l'équipage du vol 299 avait aperçu le vol 1482, disparaissant dans le brouillard le long du taxiway extérieur, même s'ils n'y ont pas prêté attention à ce moment-là. Pendant le roulage, les pilotes ont ensuite écouté les messages de l'ATIS, Service automatique d'information terminale, afin d'obtenir les dernières observations météorologiques. Lorsque le roulage a commencé, l'ATIS indiquait une visibilité de 3/4 de mile. Mais à mesure qu'ils se rapprochèrent de la piste, la visibilité s'était considérablement détériorée. Le commandant a demandé au copilote de revérifier l'ATIS et de le comparer au minimum de décollage de leur compagnie. Un nouvel ATIS venait d'être publié et indiquait désormais une visibilité d'1/4 de mile, ce qui correspondait exactement à la visibilité minimale requise pour qu'ils soient autorisés à décoller. Peu après l'autorisation de vol, deux Boeing 747 ont traversé la piste 0927 et ont commencé à rouler sur Foxtrot où les pilotes ont démarré le moteur numéro 3. Après avoir tourné à droite sur X-ray, ils avaient été transférés au contrôleur Tour pour attendre l'autorisation de décollage. Et à ce moment-là, ils ont tout juste réussi à apercevoir l'aire de point fixe de la piste 300 à environ 1/3 de mile de distance. La visibilité se détériorait maintenant rapidement. Après s'être arrêté à la ligne d'attente de la piste 0300, le vol 299 a signalé être prêt au départ et le contrôleur aérien leur a rapidement donné l'autorisation de décoller. Le commandant a roulé l'avion jusqu'en position puis s'est arrêté. Pour terminer les derniers points de la checklist avant décollage, il a revérifié l'antidérapant, les pompes, le transpondeur et quelques autres éléments. Et cela a pris quelques secondes de plus, juste après avoir terminé la checklist à 13h44 et 59 secondes. Le copilote a commenté sur le brouillard épais à l'extérieur, le qualifiant de vraiment merdique. Le commandant de bord a acquiescé, mais a néanmoins commencé à pousser les manettes pour le décollage. Le copilote a ensuite ajouté « Ce n'est certainement pas 1/4 de mile, mais au moins, il l'annonce. » Pour son œil non exercé, c'était déjà quelque chose. Il était évident que la visibilité était maintenant inférieure à 1/4 de mile, ce qui indiquerait qu'elle était également en dessous du minimum de décollage de Northwest Airlines. Mais malgré tout, les pilotes ont conclu qu'ils pouvaient décoller tant que le contrôleur aérien signalait une visibilité égale ou supérieure au minimum requis, même si cette visibilité rapportée semblait incorrecte. Plus tard, le commandant de bord a témoigné qu'il pensait qu'il était sûr de décoller malgré la mauvaise visibilité, parce qu'il pouvait voir suffisamment de marquage de la ligne centrale de la piste pour garder le nez droit pendant le décollage. Pour être honnête,
Je pense que 99% des pilotes auraient fait la même chose. Mais si la visibilité rapportée avait été plus faible, alors il n'aurait certainement pas décollé. Alors pourquoi a-t-elle été annoncée plus élevée qu'elle ne l'était apparemment? Eh bien, les contrôleurs à la tour de Détroit avaient appris à évaluer la visibilité en se référant à un tableau des points de repère de l'aéroport situés à des distances connues de la tour, la visibilité dans une direction donnée étant égale à la distance du point de repère le plus éloigné visible. Dans ce cas, l'estimation d'un quart de mile a été faite par le contrôleur de la tour et le superviseur. Mais aucun d'eux ne s'est réellement référé à ce tableau et ils ne l'avaient pas non plus mémorisé. En fait, plus tard, le contrôleur sol-est a déclaré qu'il était d'accord pour dire que la visibilité était d'un quart de mile, mais il a aussi précisé qu'il ne pouvait pas voir l'avion au bout des halls Alpha Bravo et Charlie, qui se trouvaient à moins d'un quart de mile de la tour. Au même moment, un contrôleur hors service qui se préparait à prendre son service vers 13h30 a décidé de mesurer la visibilité en utilisant le tableau. Et elle a conclu que la visibilité réelle n'était que d'un huitième de mile. Quand elle a demandé au contrôleur de la tour s'il voulait modifier la visibilité rapportée à un huitième de mile, il a refusé. Si on avait informé le vol 299 de Northwest Airlines que la visibilité était réduite à un huitième de mile, le vol n'aurait pas décollé. Et la suite des événements se serait arrêtée ici, mais ce ne fut pas le cas. Pendant que tout cela se déroulait, le commandant de bord du DC-9 avait entamé le roulage jusqu'à l'intersection de la piste 0927 et 0321 centre à la demande du copilote. Or, il aurait dû y avoir de nombreux indices montrant qu'il s'agissait d'une piste en service et non de la piste fermée 0927. Mais la plupart de ces indices étaient absents. Lorsque la piste n'est pas utilisée, les feux de bord et d'axe de piste sont normalement éteints. Donc, si ces feux sont allumés, c'est un indicateur très évident que la piste est effectivement en cours d'utilisation. Mais l'espacement des feux de bord de la piste 0321 centre dans la zone Oscar 4 était plus large que ce qui est autorisé. Et avec la visibilité actuelle, cela signifiait qu'il n'était possible de voir qu'un seul feu à la fois. Les feux de l'axe central de la piste étaient espacés de 15 mètres et auraient été clairement visibles s'ils avaient été allumés, mais ce n'était pas le cas. Le contrôleur de la tour pensait que les feux de l'axe central de la piste 03 centre étaient réglés à la luminosité maximale, mais en réalité, ils étaient éteints à cause d'un interrupteur mal conçu dans la tour de contrôle. Et comme les cartes de l'aéroport de l'époque n'indiquaient pas cela, cette piste n'aurait pas dû avoir de feu d'axe central du tout. Aucun des pilotes au départ n'a remis cela en question et le contrôleur ne pouvait pas voir la piste lui-même à cause du brouillard. Enfin, il y avait une paire de feux orange clignotants de points d'arrêt de taxiway appelés wigwags, conçus pour indiquer qu'il y avait une piste en service devant. Mais ceux-ci n'étaient pas exigés par la FAA à l'époque et ceux d'Oscar 4 étaient donc hors service depuis des mois. En conséquence, il y avait très peu d'indications pour l'équipage du DC-9 qu'ils étaient en train d'entrer sur une piste en service. Cependant, une fois à l'intérieur, le commandant ne vit qu'une seule lumière de bord dans le brouillard. Il demanda donc au copilote « C'est bien la piste en service ici, n'est-ce pas ?» Mais le copilote le rassura avec assurance en disant « Non, c'est la piste 0927 ». Le commandant de bord continua donc à rouler vers l'avant, mais il exprima toujours des doutes en demandant au copilote s'il était sûr qu'ils étaient autorisés à traverser. Et le copilote le rassura à nouveau, confirmant qu'ils l'étaient bien. Mais lorsque l'autre côté de la piste est apparu, ils n'ont vu que de l'herbe là où ils s'attendaient à trouver le taxiway X-Ray, ce qui a poussé le copilote à demander « Y a-t-il un taxiway là-bas » Le commandant de bord a répondu « Non, je n'en vois pas ». Et puis il a arrêté l'avion et a mis le frein de parc au milieu de la piste en service 03 centre. Il a alors demandé au copilote d'appeler le contrôleur aérien et de lui dire que nous ne voyons rien ici. Mais à ce moment-là, le contrôleur sol a demandé leur position et le copilote a répondu qu'ils étaient à l'intersection de X-Ray et de la piste 0927 en attente avant la piste, ce qui était totalement faux. En entendant cela, le contrôleur leur a simplement donné l'autorisation de traverser à nouveau la piste 0927. Le commandant de bord a desserré le frein et a repris l'avancée lente.
Mais maintenant, il s'est soudainement rendu compte qu'il y avait deux pistes devant lui, et il s'est exclamé « Mais quelle est cette piste? C'est une piste ?» Le copilote lui a dit de tourner à gauche ici en indiquant la piste 0927. Mais le commandant de bord a simplement répondu qu'il y avait aussi une piste là-bas. Se rendant compte qu'il n'y avait pas de voie de circulation devant eux, seulement deux pistes qui se croisaient. Le commandant de bord a de nouveau demandé au copilote d'informer le contrôleur aérien de leur situation, mais une fois de plus, le copilote n'a pas obéi. Ne sachant pas où aller, mais inquiet d'être sur une piste active, le commandant de bord a roulé aussi loin que possible vers le bord opposé de la piste. Sans rouler sur l'herbe, il s'est arrêté avec le nez de l'avion pointé vers le seuil de la piste 03 centre et l'aile droite dépassant vers l'axe central. À cet instant, le commandant de bord a enfin décidé d'user de son autorité et d'appeler lui-même leur contrôleur aérien. Mais ces deux premières tentatives ont été faites sur la mauvaise fréquence et il n'y a donc eu aucune réponse. Il se peut qu'il ait simplement mal configuré son panneau de contrôle audio, on ne sait pas vraiment. Pendant ce temps, le contrôleur au sol commençait à se méfier. Alors il a appelé et a demandé au vol, un 482, de confirmer qu'ils se dirigeaient bien vers le sud sur X-ray et qu'ils étaient dégagés de la piste 0927. À ce moment-là, le commandant de bord, ayant enfin sélectionné la bonne fréquence, a répondu « Nous ne sommes pas sûrs, le brouillard est dense et nous sommes complètement bloqués ». Le contrôleur a insisté pour savoir s'ils étaient sur une piste ou une voie de circulation et le commandant a répondu qu'ils étaient sur une piste près de Oscar 4. Le contrôleur a continué à leur demander de confirmer qu'ils étaient dégagés de la piste 03 centre. À ce moment-là, le copilote a finalement compris leur situation et s'est exclamé qu'ils devaient en fait être sur la piste 0321 centre. Le commandant de bord a annoncé qu'ils étaient sur la piste 21 centre et le contrôleur lui a demandé de le vérifier. Et il a répondu « Je crois que nous y sommes, mais sans certitude ». Avec le recul, le contrôleur au sol aurait dû donner l'alerte dès que le vol 1482 a admis qu'ils n'étaient pas sûrs de leur position, étant donné leur probable proximité avec la piste en service. Mais au lieu de cela, il a passé 27 secondes à essayer de faire vérifier à l'équipage si l'avion se trouvait effectivement sur la piste en service. Ce n'est qu'après avoir reçu la confirmation qu'il a annoncé à toute la tour de contrôle qu'il y avait un avion perdu qui pourrait se trouver sur la piste. Et comme la superviseuse n'avait pas surveillé la situation directement, elle n'était pas au courant jusqu'à ce moment-là que le vol 1482 rencontrait des difficultés. Mais dès qu'elle entendit l'appel du contrôleur sol, elle cria immédiatement « Arrêtez tout le trafic !» À cet instant, le vol Northwest 299 avait déjà reçu l'autorisation de décoller et accélérait sur la piste 03 centre fonçant à travers le brouillard dense. De plus en plus vite, le copilote annonça 80 nœuds, ce que le commandant confirma, puis l'avion accéléra. Pendant ce temps, le contrôleur aérien reçut l'ordre de stopper tout le trafic. Mais il prit la décision en une fraction de seconde de ne pas prévenir le vol 299, car il pensait qu'ils étaient déjà en l'air. Le 727 n'était pas encore apparu sur son écran radar, mais plus d'une minute s'était écoulée depuis l'autorisation de décollage. Il était donc certain que le vol était déjà parti. Il n'avait aucune idée que l'équipage du vol 299 avait en réalité attendu 48 secondes après avoir reçu l'autorisation de décollage pour terminer les derniers points de la checklist avant de commencer leur roulage pour le décollage. Nous ne savons pas avec certitude si le contrôleur aérien aurait pu avertir le 727 à temps, même s'il avait essayé, parce que le moment exact où le superviseur a appelé pour arrêter le trafic n'est pas connu avec précision. Mais il est possible que cette décision malheureuse ait éliminé la dernière occasion d'éviter une catastrophe désormais inévitable. À bord du 727, les pilotes ignoraient que le superviseur de la tour venait d'ordonner à tous les avions de s'arrêter. En accélérant au-delà de 100 nœuds dans un brouillard extrêmement dense, il n'avait également aucune chance de voir le DC-9 avant la toute dernière seconde. À 13h45 et 39 secondes, les pilotes du 727 ont soudain vu l'avion égaré surgir comme un fantôme du brouillard directement sur leur trajectoire. Le commandant de bord a poussé un cri de surprise, puis a tiré brusquement le manche à balai vers la gauche dans une ultime tentative d'éviter le DC-9, mais il était trop tard. À bord du DC-9, les pilotes avaient entendu le contrôleur au sol transmettre Northwest un 482 « Si vous êtes sur la 21 centre, quittez immédiatement cette piste, monsieur. »
Mais avant qu'il ne puisse répondre, le 727 est soudainement apparu de nulle part, fonçant sur la piste directement vers eux. Le copilote se jeta vers le bas et sur la gauche au moment où l'aile du 727 heurta le pare-brise et le tableau de bord juste devant lui, projetant sur les deux pilotes des éclats de verre brisés et des morceaux de métal. L'extrémité de l'aile a ensuite déchiré tout le côté de la cabine passager du DC-9 comme un couteau géant et effrayant, fendant le fuselage juste en dessous de la ligne des hublots. 3 passagers assis côté hublot à droite ont été tués sur le coup lorsque l'aile a déchiré toute la longueur de la cabine. Avant de finalement percuter le moteur droit arrière du DC-9, qui a été arraché de l'avion en même temps que les 4 mètres extérieurs de l'aile droite du Boeing 727. Après cela, le 727 a disparu à nouveau dans le brouillard aussi vite qu'il était apparu. Mais cette histoire était loin d'être finie. À bord du 727, les pilotes ont ressenti un impact énorme, mais le commandant a réussi à garder l'avion droit. Et il a immédiatement crié « Interrompez !» Il a ensuite appuyé brutalement sur les freins et a réussi à arrêter rapidement l'avion endommagé environ 640 mètres après le lieu de la collision. À présent, les dégâts sur son avion étaient importants, la partie extérieure de l'aile droite manquait et le reste de l'aile était également très endommagé. Et l'extrémité externe d'un mètre de l'aile droite du DC-9 fut également retrouvée plus tard encastrée dans la trappe du train d'atterrissage principal droit du 727. Lorsque l'avion s'est arrêté, le copilote a signalé à la tour qu'ils interrompaient la manœuvre. Et le contrôleur aérien lui a demandé la nature du problème. À cela, le copilote a répondu qu'il y avait un avion sur la piste et qu'ils étaient entrés en collision avec son aile. Heureusement, aucune des 154 personnes à bord du vol 299 n'a été blessée lors de la collision. Un peu de carburant fuyait de l'aile, mais il pleuvait maintenant à l'extérieur et le carburant s'écoulait loin de l'avion. Le commandant de bord a donc choisi de retarder l'évacuation. Quelques minutes après, les pompiers sont arrivés et ont commencé à pulvériser de la mousse sur l'aile droite endommagée. Et un peu plus tard, les passagers ont débarqué avec leurs bagages par l'escalier ventral du 727, puis ont été transportés en bus jusqu'au terminal. Mais entre-temps, les équipes de pompiers se sont vite rendues compte qu'elles n'avaient reçu aucun appel de détresse du DC-9. Alors, avec un sentiment d'angoisse, ils ont commencé à remonter la piste pour le chercher. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont découvert, horrifiés, que tout l'avion était déjà complètement englouti par les flammes. Juste après la collision, le commandant du DC-9 avait coupé l'alimentation en carburant des moteurs et ordonné aux passagers d'évacuer. L'hôtesse de l'air à l'avant se tenait dans la porte du cockpit au moment de l'accident et avait été violemment projetée au sol. Et à cause de cela, plusieurs passagers survivants ont atteint la porte de sortie L1 avant elle et ont essayé de l'ouvrir de force. Mais ces passagers non formés n'ont pas réussi à ouvrir complètement la porte, donc le toboggan d'évacuation ne s'est pas déployé ni gonflé, les obligeant à sauter sans aide jusqu'au sol. Des conduites de carburant du moteur droit ont éclaté à l'arrière du DC-9 et l'aile du 727 avait projeté du carburant sur toute la queue qui a pris feu, envoyant de la fumée noire et des flammes à travers le large trou sur le côté du fuselage. Toutes les issues du côté droit étaient inutilisables, détruites lors de la collision ou bloquées par le feu. Mais un passager a réussi à ouvrir l'issue de secours située au-dessus de l'aile gauche, par laquelle de nombreux passagers ont pu s'échapper. Le DC-9 possède également une issue de secours unique située dans la queue, qui peut être ouverte en tirant sur une poignée permettant de larguer tout le cône de queue afin de créer une voie d'évacuation. L'hôtesse de l'air à l'arrière et un passager se sont immédiatement dirigés vers cette issue de secours à la queue. Mais lorsqu'ils ont tiré sur la poignée, l'issue ne s'est pas ouverte. On a découvert plus tard que de graves problèmes d'organisation et de formation existaient dans l'atelier de maintenance de Northwest Airlines à Atlanta, où l'issue de secours du cône de queue de ce DC-9 avait été précédemment entretenue. Après une inspection de routine, les câbles reliant la poignée de l'issue de secours du cône de queue au verrou avaient été mal réglés par un mécanicien mal formé. Et par conséquent, il restait trop de jeu dans les câbles, rendant l'ouverture de l'issue impossible depuis l'intérieur. Des preuves ont ensuite montré que, dans leur désespoir de s'échapper, l'hôtesse de l'air ou le passager avaient tiré si fort sur la poignée d'issue inutile que l'axe s'était littéralement cassé en deux. Et, au final, ils furent coupés du reste de la cabine par la fumée et les flammes et périrent tous deux à l'intérieur du cône de queue asphyxiés par les fumées.
Entre-temps, une hôtesse de l'air en repos a secouru des passagers blessés en les éloignant de l'avion pendant que le commandant de bord s'échappait par sa fenêtre latérale. Le copilote avait miraculeusement survécu à la collision initiale et parvenait maintenant à dégager sa jambe blessée des restes tordus du panneau d'instruments. Juste à temps pour s'échapper de l'appareil avant qu'il ne soit complètement englouti par les flammes. Malheureusement, 3 autres passagers n'ont jamais réussi à atteindre l'une des issues et ils ont succombé à la fumée et aux flammes en essayant de se frayer un chemin dans l'allée encombrée de débris. Au final, 8 passagers du vol 1482 sont décédés dans l'accident, tandis que 10 personnes ont été grièvement blessées et 26 ont subi des blessures légères. Le DC-9 a été complètement détruit, tandis que le Boeing 727 a finalement été réparé et remis en service, où il est resté jusqu'à sa retraite en 2007. Le NTSB a conclu que la cause principale de l'accident était le manque de coordination entre les membres de l'équipage du DC-9 en raison du manque de leadership du commandant de bord et de la trop grande confiance du copilote en sa propre capacité à naviguer sur l'aéroport. Et les 2 pilotes ont finalement perdu leur emploi à la suite de cet accident. Les facteurs contributifs comprenaient également le fait que le contrôleur aérien au sol n'a pas réagi à temps à l'incursion possible sur la piste et ses instructions de roulage inadéquates, les observations inadaptées du contrôleur sur la visibilité, le manque de supervision du superviseur de la tour et la signalisation insuffisante sur les voies ont contribué à l'incident, et le fait que Northwest Airlines n'ait pas fourni à ses équipages de formation CRM. L'entretien inadéquat du cône de queue du DC-9 a contribué à plusieurs décès. Cette terrible histoire a mené à de nombreuses améliorations de la sécurité dans l'industrie. La FAA a publié une directive de navigabilité exigeant des inspections régulières des portes de sortie du cône de queue du DC-9 et a demandé à McDonnell Douglas de redessiner la poignée, ce qu'ils ont évidemment fait par la suite. La FAA a ordonné la fermeture puis la suppression totale du taxiway Oscar 4 pour rendre l'intersection moins confuse. De plus, l'aéroport de Détroit a pris d'autres mesures correctives, comme l'amélioration de l'interrupteur de contrôle de l'éclairage de la piste, le repeint des lignes centrales des voies de circulation avec de la peinture réfléchissante et l'installation de plus de feux de bord le long de la piste 03 Centre. Et la création d'un programme visant à identifier de manière proactive et à corriger les marquages effacés ou trompeurs. Northwest Airlines a rapidement introduit la formation CRM et a mis à jour ses directives de roulage par faible visibilité pour souligner que le trajet vers la piste doit être briefé avant que l'avion ne commence à se déplacer. Dans ses conclusions, le NTSB a indiqué qu'il était préoccupé par l'absence de système de secours technologique pour aider les contrôleurs aériens à gérer les manœuvres des avions au sol dans un aéroport, avertissant qu'une seule erreur d'un contrôleur ou d'un pilote pourrait entraîner une nouvelle collision. Aujourd'hui, ce problème a été corrigé dans la plupart des grands aéroports grâce à plusieurs solutions, notamment les systèmes avancés de détection de surface aéroportuaire qui améliorent la conscience des contrôleurs et génèrent des alarmes dès qu'une incursion sur la piste est détectée. Les grands aéroports disposent désormais de barres d'arrêt lumineuses à chaque intersection entre une voie de circulation et une piste qui s'allument en rouge lorsque la traversée de la piste n'est pas sécurisée. Les contrôleurs peuvent maintenant, dans de nombreux cas, allumer sélectivement les feux verts de l'axe central pour indiquer clairement le trajet autorisé vers la piste. Mais la leçon principale à retirer de cet accident est que le roulage doit être effectué avec le plus grand soin. Et si vous vous perdez, n'essayez jamais de retrouver votre route tout seul. Arrêtez-vous et demandez de l'aide. Il n'y a absolument aucune honte à faire cela. Mon équipe et moi avons récemment commencé à créer ces affiches de plans d'aéroport pour les vendre dans notre toute nouvelle boutique en ligne. Des liens vers ces vidéos devraient être présents ici ou à l'écran. N'hésitez pas à aller les découvrir. Elles sont vraiment géniales. Si vous voulez voir ma prochaine vidéo avant tout le monde, peut-être même aujourd'hui, alors utilisez ce QR code ou allez sur patreon.com/join/montourpilote et inscrivez-vous. J'adorerais répondre à vos questions lors de notre prochaine rencontre en ligne. Je suis Peter Hornfeld de Montour Pilot. Passez une excellente journée et à bientôt. Au revoir.